que nous sommes dans un monde de journalistes que nous ne comprenons pas, nous, je dirais nous, dans les communautés d'une façon générale, pas que la communauté juive. Les minorités communautaires ne comprennent plus aujourd'hui le monde journalistique. Donc, Christian Mallard, beaucoup de questions, indépendamment de la politique étrangère, de ce qui va se produire maintenant que Obama a tous les pouvoirs, maintenant qu'il y a... Je dis tous les pouvoirs, je maintiens mon terme, et ce sera à Christian justement de me prouver le contraire, et surtout ce côté géopolitique que tu as, et qui va permettre d'aborder aussi bien la Syrie, le Liban, la Libye, ou effectivement l'Iran. Je tiens à dire quand même que Christian revient avec des informations toutes fraîches, puisqu'il était aux États-Unis pour couvrir les élections américaines, et qu'il a eu le plaisir de rencontrer Benjamin Netanyahou lors de sa visite à Paris avant d'aller à Toulouse. Donc il a pas mal d'informations toutes fraîches à nous transmettre. Oui, on en parlera bien entendu de cet entretien. On était 7 en privé avec lui pendant 60 minutes. On y reviendra bien entendu. Alors, comme je dis chaque fois que je me déplace, je suis allé voir nos amis à Marseille, à Nice, un peu partout. Ce soir, je suis à Saint-Mandé. C'est vrai que je ne suis pas d'un optimisme démesuré aujourd'hui quand je vois ce qui est en train de se développer devant nous. Il y a une double crise dans le monde. Il y a la crise économique mondiale, ça c'est déjà énorme. Malheureusement, je pense qu'elle va perdurer. Simon parlait à l'instant de Barack Obama, de l'Amérique. Bon, Obama a été réélu. Je dirais que par rapport à son concurrent qui était Mitt Romney, c'est peut-être, allez, je me lance, un moindre mal. Romney, je sais que Romney promettait beaucoup de choses. Enfin, en général, les politiques promettent beaucoup de choses. Ils promettent, ils ne tiennent pas toujours leurs promesses, ça c'est le cas de le dire. Mais Romney promettait d'augmenter le budget de la défense de 2000 milliards de dollars, alors qu'il y a une dette de 16 000 milliards de dollars. Il nous a promis la création de 12 millions d'emplois sur les années à venir. Je me demandais où il allait chercher ces emplois. Bon, Obama a promis aussi, mais peut-être pas autant que ça. Mais je suis quand même inquiet. Pourquoi? Parce que l'Amérique, pour l'instant, elle est toujours malade. Elle est en pleine crise économique, même si le taux de chômage est arrivé en dessous des 8%. La dette est toujours là. On dit qu'il y a une relance. Moi, je ne suis pas un économiste, mais je ne suis pas sûr. Enfin, je vois pas pour l'instant que tout aille bien, d'autant plus que pour l'instant, on est quoi, le 3 décembre, Obama et ses adversaires républicains ont encore 28 jours pour éviter le fiscal cliff, le précipice budgétaire. Si on ne se met pas d'accord d'ici le 31 décembre, eh bien, tous les Américains vont devoir mettre la main à la poche. On va payer beaucoup plus d'impôts, on va réduire les dépenses, et je pense qu'il y a un risque, en effet, un véritable risque de début de récession. Donc l'Amérique ne se porte pas bien. Au milieu de tout ça, nous avons une Chine, parce qu'il faut en parler de la Chine, mais on va revenir à toutes nos histoires du Moyen-Orient, bien entendu, qui sont fondamentales. La Chine, encore une fois, moi j'y suis allé 6-7 fois, 5-6 fois plutôt. Je ne suis pas un sinologue, mais je pars du principe, quand j'entends les spécialistes de la Chine, et il y en a des très bons aujourd'hui, tout le monde me dit, en gros, que la Chine est dans une bulle qui risque d'exploser dans les 3 années à venir. Pour l'instant, la Chine, c'est elle la banquière des États-Unis. Monsieur Wenqing, le futur successeur de Jintao, sera encore le banquier d'Obama pendant 2-3 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Mais on me dit que la Chine, à un moment donné, aura de véritables problèmes, que pour l'instant, la croissance, le taux de croissance commence à baisser. Et je reviens toujours, sans être, encore une fois, je le répète, expert de la Chine, à cette idée qu'un pays qui a 400 millions de Chinois qui profitent du capitalisme à grande vitesse aujourd'hui, et 900 millions qui ne suivent pas, c'est un pays qui a une énorme fracture sociale, et avec une telle fracture sociale, on ne peut pas aller de l'avant éternellement comme ça. Donc c'est une question de bon sens. Moi je vis plutôt avec le bon sens. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas expert de la Chine, mais pour y être allé, avoir vu un peu à la vitesse à laquelle elle évolue, entre 400 d'un côté et 900 de l'autre, enfin millions,
je me dis que ça ne peut pas durer. Bon, voilà. Au milieu de tout ça, nous ajoutons l'Europe. Mon Dieu, de quelle Europe parlons-nous? N'est-ce pas, Richard? Une Europe à 27 qui n'avance pas. Une Europe qui s'est fabriquée trop vite. Et je recite toujours les propos d'Hubert Védrine, qui me disait à l'époque où l'Europe était à 15, qu'est-ce que ça va être comme bordel quand on va être à 27? Eh bien, on est dedans. On est bien dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche en Europe? Il y a l'Allemagne. C'est tout. L'Allemagne. C'est elle qui a la meilleure image à l'étranger, globalement. Le couple franco-allemand marche à peu près entre Nicolas Sarkozy et Madame Merkel. Marche-t-il aujourd'hui entre François Hollande et Madame Merkel? Beaucoup moins. Le seul pour me dire ça, j'étais assez surpris, je recevais vendredi après-midi le ministre polonais des Finances, Jacek Rostowski. On m'avait annoncé que c'était un grand expert de l'économie, mais il m'a dit qu'il comptait beaucoup sur la France, que la France allait être l'élément déclencheur pour rebooster l'Europe. J'en suis resté de marbre. Je me suis demandé où il était allé chercher ça, et je me suis dit que peut-être au nom des affaires commerciales entre la France et la Pologne, ce monsieur était un grand diplomate. Mais ça ne suffit pas. Moi, je ne suis pas optimiste. L'Europe, elle pose problème aujourd'hui, elle posera encore problème, elle n'est pas crédible aux yeux même des Américains. La seule qui soit crédible aujourd'hui, même avec ses défauts, c'est Madame Merkel. Donc on a un véritable problème. Donc tous ces problèmes s'accumulent. Et j'ajouterai, on va y revenir beaucoup plus longuement parce que ça sera l'essentiel de notre discussion, de nos échanges, les révolutions du printemps arabe. 2011, février 2011 avec la Tunisie. Alors on va y revenir plus tard, mais je voudrais quand même, pour expliquer un peu les choses, qu'on revienne quand même à l'histoire, parce que pour en être arrivé à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il faut reprendre un peu quelques faits historiques, et je pense que c'est important. Et je reviendrai toujours, et ça je n'hésiterai pas, et ça c'est, j'ai l'impression de rabâcher de temps en temps, mais je pense que c'est important, de rappeler aux gens que en 1979, l'Occident, les États-Unis, M. Carter, la France, M. Giscard d'Estaing, ont commis une erreur monumentale, une erreur stratégique, et oui, je le rabâche, je le redis, je le martèle, dont nous payons le prix aujourd'hui. Quand on va lâcher, comme ils l'ont fait en février 1978, au G4 de la Guadeloupe, le Shah d'Iran, quand M. Carter et M. Giscard d'Estaing décident, M. Callahan, l'anglais, n'a trop rien dit, Helmut Schmidt, l'allemand, n'a trop rien dit non plus. Enfin, les deux étaient le moteur. Carter, Giscard. Je me suis dit, quelle bande d'andouilles. Comment peut-on lâcher le Shah d'Iran, certes dictateur, mais qui était quand même un dictateur éclairé, c'était pas un idiot, c'était certainement pas un fondamentaliste, un tyran religieux, comme nous avons ce régime aujourd'hui, terroriste religieux, qui est le régime iranien de M. Ahmadinejad et de l'ayatollah Khamenei. Donc, on a commis cette erreur et regardez le prix qu'on paye 33 ans après. Je ne cesse de répéter la même chose chaque fois que je me promène en France, où je dis aux gens, regardez les petits-enfants, les petits-enfants de Khomeini, qui s'appellent le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza, le djihad islamique, et quelques autres que j'oublie sans doute, qui sont des ramifications à travers le monde, et qui ont fait aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous payons le prix d'une erreur énorme, et c'est pas fini. On va y revenir tout à l'heure. Le deuxième point, qui nous concerne aussi, c'est ce qui s'est passé donc en 85, Gorbatchev est arrivé au pouvoir, là aussi c'est la guerre froide, l'Est, l'Ouest, l'Union soviétique, et ça nous amènera, et on a eu l'ère Gorbatchev, puis en 91 on a eu Yeltsin, et puis depuis 2000 nous avons M. Poutine qui joue, que je connais pour l'avoir rencontré 3 fois, et que je suis appelé à revoir d'après ce que j'ai compris, et qui joue quand même un jeu un peu particulier. Et il faut dire que, je fais une petite parenthèse sur les changements qu'il y a eu, puisqu'il y a eu Gorbatchev, puis il y a eu Yeltsin. Mais je trouve que beaucoup d'historiens oublient aujourd'hui le rôle qu'a eu Yeltsin dans cette puissance nucléaire que sont en train d'acquérir les Iraniens. Parce que Yeltsin, on l'oublie très vite, a démantelé une grande partie de l'armée rouge dans laquelle il y avait beaucoup d'ingénieurs du nucléaire. Et tous ces gens-là, à partir du moment où ils ont perdu leurs privilèges, faisaient partie de la nomenclatura, sont allés vendre leur savoir à qui? À l'Iran.
Donc, depuis que Yeltsin a été au pouvoir et qu'il a limogé une partie de cette armée rouge, très puissante, ces gens-là sont allés offrir leurs services à l'Iran. Donc la Russie, aujourd'hui, est en grande partie responsable du nucléaire iranien qui est en train de l'arme nucléaire iranienne qui est en train de se fabriquer devant nous. Et puis Poutine joue quand même un jeu très étrange, où il y a un moment, il y a sans doute certaines parties où on peut le comprendre, et puis d'autres où on le comprend moins. Je m'explique. Quand j'ai vu Poutine pour la première fois, en 2000, on parlait déjà de ses problèmes avec la Tchétchénie. Là, je lui ai donné raison sur sa façon de raisonner. Poutine disait, moi, vous savez, dans mon arrière-cour du Caucase, j'ai la Tchétchénie, qui est un conflit qui remonte déjà à Staline, ça remonte à des années, les Tchétchènes, c'est un véritable problème plus que récurrent. Mais il me dit, mettez-vous à ma place. Et là, j'ai dit, oui, je suis d'accord avec lui. Quand il dit, mettez-vous à ma place, parce qu'il me dit, est-ce que je peux tolérer qu'à la tête de ces rebelles tchétchènes, j'ai des gens qui viennent d'Arabie Saoudite, des espèces d'ultra-religieux qui viennent de Jordanie, des pays du Golfe, et qui viennent ici pour tenter d'instaurer des républiques islamiques dans mon arrière-cour caucasienne. Si j'accepte ça, moi je vais avoir des gros problèmes, et vous en aurez conséquemment. Là-dessus, il a raison. Alors aujourd'hui, faut-il lui donner raison lorsqu'il nous a dit, moi j'avais posé la question, quand il avait été reçu il n'y a pas très longtemps par le président Hollande, au mois de juillet, c'est la seule rencontre qu'ont eu les deux hommes. La prochaine, je peux vous l'annoncer, aura lieu normalement à Moscou en avril. C'est l'ambassadeur qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, Orlov. Et quand Poutine est venu à l'Élysée, nous lui avons posé la question en lui disant la chose suivante. Vous avez des intérêts stratégiques en Syrie. Vous avez le port de Tartous, qui est votre point d'ancrage stratégique. Sachant que les Américains, eux, sont un peu plus haut, pays du Golfe, à Manama, au royaume de Bahreïn. Si demain vous perdez votre allié Bachar el-Assad, est-ce que vous accepteriez que ceux qui lui succèdent, vous demanderiez des garanties concernant vos intérêts stratégiques? Poutine n'a pas vraiment répondu à la question, il a simplement dit qu'il en avait, entre guillemets, ras-le-bol de voir les Occidentaux qui ont lâché, naturellement, des dictateurs comme lui qui étaient en poste, si on peut les appeler des dictateurs par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, mais on va y revenir, Moubarak en Égypte, Ben Ali en Tunisie, je ne parle pas de ce fou, de ce cinglé, de ce malade de Kadhafi en Libye, mais enfin bon bref, celui-là était bien à part, je préfère de loin Moubarak, et Poutine dit, mais c'est de votre faute, vous les Occidentaux. Donc il vous dit, moi j'ai pas envie de devoir sacrifier M. Bachar el-Assad, c'est le garant de mes propres intérêts stratégiques. Si demain, j'ai des frères musulmans, j'ai des islamistes, j'ai Al-Qaïda qui redébarque dans la région et tout, où est-ce que je vais, moi? Donc, on ne peut pas être totalement contre ce que dit, ce que j'appelle le nouveau tsar de Russie, M. Poutine. Donc, on est quand même dans une situation difficile. J'ajouterai, puisqu'on reprend, là j'ai un peu anticipé sur des choses dont on va reparler plus longuement, donc la Russie, son évolution, joue un grand rôle, donc depuis Gorbatchev, et puis avec le mur de Berlin qui est tombé, et puis tout ce qu'on a connu depuis, en 89. Ensuite, nous avons eu la première guerre du Golfe, 91, bon, c'est un élément historique, elle était justifiée, Bush est intervenu, Saddam Hussein a voulu envahir le Koweït, là, c'est hors norme des règlements internationaux, donc rien à dire. Ensuite, nous avons eu 2001. Les attentats du World Trade Center. Là, on a entendu beaucoup de choses paradoxales. Je dirais simplement que là, à partir de ce moment-là, M. Bush s'aperçoit que parmi les 19 kamikazes qui sont venus sur le World Trade Center, 15 d'entre eux sont d'origine saoudienne. C'est vrai que jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, les États-Unis et l'Arabie Saoudite régulent le marché pétrolier mondial. Donc, réaction de Bush à ce moment-là, 15 kamikazes d'origine saoudienne, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Sachant quand même que les Américains savaient que les Saoudiens ont toujours joué un double ou triple jeu. Les Saoudiens ne sont certainement pas les Arabes les plus fiables, loin de là. Quand on achète sa propre sécurité en finançant des mouvements islamistes qui sont en guerre contre Israël, qui sont en guerre contre les États-Unis, je ne dis qu'une chose, messieurs les Américains,
je m'excuse, n'ayez pas de la merde aux yeux. Ouvrez les yeux et à un moment donné, il faut être ferme. Face à des gens comme ça qui jouent des jeux insidieux, il faut faire preuve de la plus grande fermeté. Et ça, je crois que les Américains, avec Obama, n'ont pas fait preuve de fermeté. Bon, Bush non plus, parce qu'il y a des enjeux pétroliers. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on revient dans l'histoire et qu'on regarde des erreurs qui s'enchaînent. On n'a pas été suffisamment dur avec les Saoudiens. Bush, à ce moment-là, se dit, moi, on ne va pas garder tous les œufs dans le même panier, on va pas rompre nos relations avec l'Arabie Saoudite, on ne peut pas se permettre, c'est le producteur numéro 1 mondial de pétrole, mais il va falloir trouver un autre point d'ancrage pétrolier. Eh bien, l'Irak, ça paraît tellement bien désigné, pourquoi pas l'Irak? On les a affaiblis après la première guerre du Golfe, c'est vrai qu'ils ont été considérablement affaiblis avec un nombre de sanctions, l'embargo et tout ça. Et puis on a oublié surtout que Saddam Hussein, ce tyran sanguinaire, nous nous en étions bien servi. Il nous a servi de rempart face à l'Iran pendant la guerre de 80-88. Et j'ajouterai tous ces gens qui ont joué le jeu avec Saddam Hussein, qui sont allés avec leurs petites mallettes prendre des pétrodollars. M. Le Pen, M. Chevènement, M. Chirac, hein, la gauche, la droite, le centre, j'en sais rien parce qu'on ne sait jamais où ils sont. Mais tant de gens sont allés avec leurs mallettes chercher de l'argent chez Saddam Hussein. Et puis d'un seul coup, M. Bush a décidé qu'il fallait prendre un point d'ancrage là et trouver un moyen de justifier une deuxième guerre du Golfe pour aller prendre position. Donc, on a trouvé des faux prétextes. Et là, je cite toujours, et j'en parle beaucoup dans mon livre, quelqu'un que je respecte et que je défendrai jusqu'au bout, parce qu'il n'y est pour rien, même si vous allez me dire comment il ne pouvait pas être au courant. Mais c'est la CIA qui lui a donné des faux documents pour aller justifier une deuxième guerre du Golfe en Irak. C'est M. Colin Powell, que je connais bien pour l'avoir rencontré 6 fois. Et M. Colin Powell, aujourd'hui, vous pouvez le rencontrer, il vous dira qu'il ne digère pas la façon dont il a été traité, les faux documents qu'on lui a remis entre les mains pour aller justifier la guerre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on a fait la guerre, on est allé justifier une guerre en Irak qui n'avait pas lieu d'être, je regrette. Même si l'autre était un fou, un tyran sanguinaire, M. Saddam Hussein, cette guerre n'était pas justifiée, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et puis il n'y avait pas de lien entre ce régime laïque et puis Al-Qaïda et les islamistes. Ça a toujours été un régime qui était opposé à l'Iran et qui pouvait nous servir. Donc on est allé là-bas, occuper l'Irak. Je dis toujours que là aussi, M. Bush, comme M. Carter, oui, parce qu'il faut que je revienne à Carter quand même, à un moment donné, puisque je parle de Bush avec l'Irak, quelle naïveté. Mais comment peut-on être aussi naïf quand j'ai un M. Carter qui me dit dans une interview « Je vais m'entendre avec Khomeini parce que comme moi, c'est un homme de croyance et de foi. » Mon Dieu. Alors là, je peux être très dur. Il y a des soirs où je suis excité et je dis « Quel con !» Ce soir, je dirais « Pauvre type. » C'est vrai. Bush a commis une erreur de naïveté aussi en pensant qu'on allait pouvoir instaurer une démocratie de type occidental, ce que moi j'appelle la démocratie Coca-Cola. Je me fais plaisir de temps en temps, comme ça, avec une expression, en Irak. Mais est-ce qu'on peut implanter dans des pays, instaurer dans des pays qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même culture que la nôtre, des démocraties de type occidental? Grosse erreur de la part de George W. Bush. Donc on est allé en Irak, regardez le résultat aujourd'hui. C'est un pays qui ne tient pas la route, guerre civile, les chiites ont repris le dessus, et M. Nouri al-Maliki, qui est son premier ministre, est entre guillemets une de ces planches pourries, il y en a beaucoup dans la région, qui est en train de faire le lit de l'Iran pour tenter d'instaurer une deuxième république islamique. Alors, résultat des courses, on a un régime iranien qui est toujours en place, on a l'Irak qui a peut-être des risques de se transformer en république islamique. Tout près de là, nous avons l'Afghanistan que nous allons quitter. Les Français partent les premiers, nous sommes très courageux, plutôt que prévu. Les Américains partiront fin 2014, soi-disant, nous allons laisser sur place quelques personnes, des spécialistes pour former l'armée, la police afghane. Je me demande quelle police et quelle armée nous formons. Est-ce que ces gens sont fiables? Je ne crois pas. Le régime n'est pas fiable avec un monsieur Karzai qui, comme je le dis souvent, est une planche pourrie. Donc, moi, c'est très facile pour moi de faire un pronostic, je ne prends pas de risque, mais je suis convaincu, dans mon fort intérieur, qu'une fois que les troupes de l'OTAN auront tourné les talons, quand on sera parti,
les talibans vont venir au grand galop. C'est formidable, Richard, hein? On connaît notre discussion. Formidable. L'Iran est là, l'Irak va très bien, l'Afghanistan va bien, puis nous avons le Pakistan. Et ça, le Pakistan, on n'en parle pas suffisamment, parce que c'est encore plus dangereux que l'Iran pour l'instant, parce qu'ils ont la bombe nucléaire, et puis là aussi, il y a un monsieur Ali Zardari qui est au pouvoir, qui est un type qui n'est pas fiable du tout, et j'ajouterai à cela, quand on sait qu'un tiers de l'armée et un tiers des services secrets sont infiltrés par les talibans, on se dit que demain, les talibans peuvent prendre le pouvoir. Et quand on a, avec des talibans, avec la bombe nucléaire dont ils peuvent se doter, enfin, ils peuvent la prendre, regardez où ça nous mène. Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Mon Dieu, c'est quand même assez terrible. Bon, alors, on a eu cette deuxième guerre du Golfe, qui pour moi n'était pas justifiée et tout. Et puis on en arrive, bien entendu, à nos révolutions arabes. Alors naturellement, vous allez me dire, mais qui les avait prévues? Nul d'entre nous. Aucun d'entre nous a commencé, certainement pas même par les tenants du pouvoir, en Tunisie, en Égypte et en Libye. C'est vrai que c'est parti de cette petite ville de Tunisie, dont j'ai oublié le nom, et ça a commencé en février 2011. Bon, Ben Ali a été renversé. Ben Ali était certes un dictateur, mais c'est pas lui le plus grand responsable pour moi. C'est un pays que je connais bien, la Tunisie, et sans doute un certain nombre d'entre vous la connaissent très très bien aussi. On y allait souvent. Le problème de Ben Ali, ça a été sa femme, Madame Trabelsi. Parce que c'est vrai qu'avec toute sa famille, elle a quand même dilapidé les caisses de l'État. Et que M. Ben Ali aurait peut-être dû faire attention au choix de sa deuxième femme, comme je l'appelle toujours en plaisantant, la coiffeuse de Carthage. Il faut se méfier des coiffeuses. Et lui, il ne s'en est pas méfié, la femme de la coiffeuse de Carthage. Donc on en est arrivé à la situation où on sentait bien au bout d'un certain temps que les gens en avaient marre de ce régime qui se mettait tout dans les poches et qui, chaque fois que vous vouliez faire un contrat entre une entreprise française qui voulait s'installer en Tunisie, il fallait donner 50% à la famille Ben Ali. Surtout à la Trabelsi, pardon. Trabelsi. Donc, il y a eu un véritable problème. Ben Ali a commis des erreurs de jugement, je pense, mais enfin, la Tunisie, elle n'est pas si mal que ça. Parce que, je la cite toujours en exemple dans le monde arabo-musulman, n'oubliez pas que c'est en Tunisie, avant le Liban et la Jordanie, dirais-je, que nous avons la femme la plus émancipée du monde arabo-musulman depuis 1956, grâce à Habib Bourguiba. Et moi j'ai dit toujours, ce pays avait un taux de croissance qui oscillait toujours entre 5,2, 6,3. C'est le seul pays dans le monde arabo-musulman où il y a une classe moyenne. C'était 80% de la Tunisie qui constituait la classe moyenne. Et puis, ces femmes très émancipées, il y avait parmi elles 20% de PDG, 20% de PDG femmes. Et je dis toujours, regardons, balayons devant notre porte, nous en France, est-ce que nous avons 20% de PDG femmes en France? Je ne crois pas. Je parle sous le contrôle de gens qui sont peut-être dans l'économie, dans les finances, je ne crois pas. Donc la Tunisie avait 20% de PDG femmes. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'était un bon exemple. Ils n'avaient pas de pétrole, ils n'avaient pas de gaz, mais ils avaient cette classe moyenne et le pays tenait bon. C'est un pays stable. On en est arrivé, ils ont voté, ils ont voulu changer. Très bien, c'est ça la démocratie. C'est le droit, c'est la liberté de chacun de s'exprimer. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a une Arda, M. Rachel Ghanouchi, qui est un voyou, qui est, je dirais pas jusqu'à dire un terroriste, mais qui est un Khomeini numéro 2 dans l'âme. Moi je l'ai rencontré 2 fois, quand il vivait boulevard Richard Lenoir à Paris dans le 11e. Il était venu me voir à la 5, parce que j'avais interviewé Khomeini 5 fois. Et donc on pensait que j'étais presque un disciple de Khomeini. Mon Dieu, Seigneur. Donc j'étais le khoméiniste de service. Et j'ai tout de suite compris que ce type avait le même raisonnement, tenait les mêmes propos que Khomeini. Et que c'était un danger avec son bras droit qui s'appelait Habib Mokni, et qui était déjà un barbu à la tête rasée, comme on en voit beaucoup aujourd'hui en Tunisie ou en Égypte, chez les frères musulmans. Donc, on a une Arda qui a pris le pouvoir, et puis on a un président symbole, M. Marzouki, qui a vécu en France, qui est aussi, permettez-moi l'expression, je l'utilise souvent, une planche pourrie. Ça fait beaucoup de planches pourries. Et puis on a les salafistes qui viennent en doublon.
Et on a cet Enarda, M. Rached Ghannouchi, qui joue un double jeu avec les salafistes, voulant donner l'impression qu'il est très dur avec eux, qu'il ne les laissera pas le dépasser, puis qui dans le même temps les laisse aussi aller de l'avant. Et on sent bien aujourd'hui les inquiétudes des Tunisiens qui en ont ras-le-bol. Il y a eu encore quelques émeutes récemment dans une commune de l'ouest de Tunisie, Siliana. Et je pense que aujourd'hui, on est arrivé à un point où une majorité de Tunisiens et de Tunisiennes en ont ras-le-bol de ce régime et aimeraient bien que ça change à nouveau. Maintenant, c'est à eux de se battre. Je fais confiance aux femmes tunisiennes. S'il y a un pays pour lequel je reste optimiste après les révolutions, c'est la Tunisie, parce que je pense que les femmes et les jeunes en ont assez de voir la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, et puis on veut leur imposer la charia. C'est clair. Donc ils vont vivre une sorte de dictature religieuse qu'on veut instaurer dans ce pays. Donc je pense que là, ils ne laisseront pas faire. En revanche, je suis beaucoup plus pessimiste pour le plus grand voisin d'Israël, qui était quand même un pilier au Moyen-Orient, donc l'Égypte, vous avez bien deviné. C'est pareil. Quelque part, on peut en vouloir à Obama. Il a lâché Moubarak de façon lâche, enfin, lâché lâchement, c'est le cas de le dire. On a laissé tomber Moubarak, qui n'était pas le pire, et on a joué la carte des frères musulmans. Alors vous allez me dire, oui, mais les frères musulmans étaient en embuscade depuis longtemps, et que Moubarak a peut-être eu tort de ne pas développer davantage sa société, de lui donner peut-être de meilleures conditions de vie. Je veux bien, oui, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que il y a 32 millions des 80 millions d'Égyptiens qui vivent avec 2 € par mois. Et on ne peut pas vivre avec 2 € par mois. Donc ces gens-là, depuis des années, étaient endoctrinés, manipulés aux mains des frères musulmans. Et 32 millions dans un pays de 80 millions, on n'est pas loin de la moitié. Enfin, c'est pas de la moitié, mais on n'est pas loin. Donc, ce sont des gens que les frères musulmans ont récupéré, parce que ce sont des gens, ils ont été, si je puis dire, le réceptacle de leur désarroi. Donc on a récupéré les enfants, qu'on éduque, qu'on endoctrine, on leur donne des médicaments, on les nourrit, et après on en fait des frères musulmans. Donc 32 millions, c'est pas étonnant qu'on en arrive à cette situation. Est-ce que M. Morsi, Mohamed Morsi, est quelqu'un de fiable et de fréquentable? La réponse est non. L'Amérique, M. Obama, j'espère que ça ne va pas être Carter 2. M. Obama me paraît bien naïf en pensant qu'il faut jouer avec Morsi. Et il nous l'a prouvé récemment. Morsi est très malin. Je disais tout à l'heure, les Iraniens peuvent tenir 3-4 langages à la fois. Je crois que Morsi, l'arabe, est moins doué que le persan, qui est encore plus roublard que l'arabe. Et je pense que Morsi peut jouer le coup du billard à 3 bandes. Il a besoin de l'argent du FMI. L'économie égyptienne est dans un état catastrophique. Il a besoin de l'aide américaine. Donc, bon, d'un seul coup, on a dit, lorsqu'il y a eu les événements de Gaza, dont je rappelle, et je l'ai dit sur l'antenne de France 3 et de France 24, qu'elle a été le fait du Hamas, et pas comme je l'entends dire souvent, de façon malhonnête. Je ne ferai le procès de personne, mais regardez les pauvres Palestiniens. Naturellement, ils savent très bien jouer le rôle de martyrs avec des enfants qu'on nous montre là. Mais il y a un moment donné, quand on est israélien, quand on s'appelle M. Netanyahou, que je soutiens là-dessus, et j'ai pas peur de le dire, eh bien, il y a un moment donné, il ne peut pas laisser faire. Ça suffit. Ça suffit. Si on ne réagit pas, c'est considéré comme une preuve de faiblesse. Et il faut montrer une fermeté. Je regrette, quand on est agressé comme on l'a été par le Hamas, on doit réagir. Je le dis, je le pense. Donc, M. Morsi, naturellement, on l'a dit, il a calmé le Hamas. Naturellement, il est très allié avec le Hamas. Et je vous rappelle aussi que M. Morsi veut signer un pacte avec l'Iran. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, les Américains, s'ils pensent que c'est l'interlocuteur le plus valable et le plus fiable, j'ai peur, encore une fois de plus, que la naïveté conduise au pire. Donc, on ne peut pas faire confiance à M. Morsi, et je comprends très bien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sente aujourd'hui dans un environnement de plus en plus ennemi, avec une Égypte dans laquelle il ne peut pas faire confiance. Est-ce qu'un jour, M. Morsi, sous la pression des salafistes, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a quand même 40% des frères musulmans au Congrès, et 25% de salafistes, ça fait beaucoup de monde, 40 plus 25, ça fait 65%. Puis on a bien vu le coup qu'il a joué récemment. J'ai calmé le Hamas, mais sur les rails de ma grande victoire, j'ai interprété ça comme une victoire, j'essaye de m'emparer des pleins pouvoirs religieux, la charia. Il a réussi à décimer l'armée. Il n'y a plus d'armée qui dirige. Où sont les gens de l'armée qui étaient sous Moubarak? Ils sont mis hors jeu.
Il a réussi son coup, il est très malin, avec les frères musulmans. Donc, je me dis que ce monsieur nous fait des coups d'État sur coups d'État, avec la Constitution, avec les pleins pouvoirs religieux, qui veut s'arroger. Et je me dis que tout ça aux portes d'Israël, c'est pas possible. Donc, voilà. La Libye, bon, c'est une autre histoire. Elle a un impact, je dirais, elle a un impact géopolitique, géostratégique moindre que l'Égypte, que celui d'Égypte, ça c'est clair. Mais là, bon, pour moi, la Libye n'a jamais été un État. La Libye, c'est une cohabitation vivante entre un fou qui était au pouvoir pendant 42 ans, qu'on a joyeusement entretenu, avec lequel on a fait des affaires, et la gauche et la droite française. On a laissé les chefs venir dans les jardins de la résidence Marigny sous la tente, avec ce fou de Kadhafi, dont je vous rappelle, et j'en parle beaucoup, a tenté de violer une de mes consoeurs, est un cocaïnomane. C'était l'aveu d'un ambassadeur qui était venu nous demander, quand j'étais à la 5, on faisait une interview par satellite de Kadhafi, avec Gilles Schneider, et à un moment donné, on le voyait par satellite, on était en studio, on enregistrait. C'était un après-midi à 16h, et on lui dit, colonel, enfin en anglais, en Arabic English, colonel, are you here? We listen to you. Bon. Et il était là avec sa chèche, en train de regarder le plafond, il lui dit, colonel, can you hear? We are on the air. Il était parti. Bon. On a perdu le satellite, le brave ambassadeur qui était venu, qui nous avait demandé gentiment, et là, pour une fois, on avait un bon ambassadeur de Libye en France. Éduqué à Oxford, qui était à l'ONU, un type exceptionnel. Pour une fois, on avait un bon ambassadeur. Et il vient à la fin, il a perdu le satellite, je me vois avec Schneider, et il nous dit, je vous dois des excuses. Je lui dis, mais monsieur l'ambassadeur, c'est pas à vous de devoir des excuses, c'est votre guide de la Jamaïria, c'est à lui de s'excuser. Et puis il me dit, mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Et là, naturellement, avec Schneider, on s'est regardé, on s'est demandé si c'était du lard ou du cochon. Et il nous regarde à un moment donné, puis il nous dit, l'ambassadeur nous dit dans son Arabic English, it is one of these days when the colonel... Donc nous avions tout compris. Nous avions tout compris, et je me suis laissé dire par des gens qui connaissaient mieux le colonel, que j'ai rencontré 6 fois, après que j'ai refusé de rencontrer, parce que j'ai dit, ça suffit. On ne va pas donner la parole à des fous, on a déjà trop donné, et quelque part je me sentais un peu coupable aussi, je plaide coupable. Il était lucide à peu près, me disait-on, 4 heures par jour. Alors, il a tenté de violer 2 de mes consoeurs, une qui est à Newsweek en poste à Rome, qui est une de mes amies, Hélène Chiolino, Memona Interman, qui est avec moi à France 3, et c'est même moi qui ai joué les pompiers de service, parce que je me trouvais là-bas au moment où il y a eu la tentative. Je vous donne l'histoire, bon, son pesant de cacahuètes. La presse avait été invitée au moment où il y avait déjà le problème du Tchad. Et les Libyens soutenaient un 3e homme. La France en soutenait un, les Tchadiens avaient un autre, enfin bref. Et Claude Chesson, qui est, hélas, qui était un bon ministre des Affaires étrangères sous Mitterrand, le premier de l'ère Mitterrand, et s'était rendu à Tripoli pour essayer de faire obtempérer le colonel sur son choix de Goukouni Wedey. Et donc, à la suite de l'entretien avec Chesson, qui était venu en Mystère 50, on nous avait reçus dans la fameuse caserne de Bab el Azazia, qui était bombardée par les avions américains en avril 86 par Ronald Reagan, et puis qui a été bombardée par les troupes de l'OTAN quand on est allé essayer de déloger Kadhafi. Bon. Donc on était dans cette caserne, et nous étions 7 journalistes. Décidément, je me trouve toujours dans les groupes de 7, moi, avec Netanyahou 7 avec Kadhafi. Bref. C'est tout un symbole. On était donc 7. Il y avait TF1, il y avait Antenne 2, c'était en 84, donc c'est pas récent. Il y avait FR3, et moi j'étais RTL, j'étais la seule radio. Donc moi, on était arrivé, on a passé 1h30 avec le colonel, et le colonel était en treillis kaki. Il faut quand même que je vous donne l'anecdote. Le colonel était en treillis kaki avec une fermeture éclair qui commençait là, et il était avec tout flanqué de 2 de ses conseillers, de ses aides et tout. Et j'avais à côté de moi Memona Interman. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Memona, je lui ai dit, écoute, j'ai un drôle de pressentiment, Memona. Je lui ai dit, j'ai l'impression que le colonel a jeté son dévolu sur toi. Et je lui ai dit, je sais ce qui va se passer. Elle me dit, quoi? Je lui ai dit, écoute, à la fin de notre entretien, d'1h30, je pense qu'il va t'envoyer un de ses conseillers qui va te proposer une interview particulière, une interview privée. Elle me dit, oh, arrête, je la vois encore. C'est une bonne amie, on en rigole, enfin on en rigole aujourd'hui, non, parce que c'est pas drôle du tout. Et enfin, quand on en reparle, on se dit, mon Dieu. Et à la fin, j'étais le prophète ce jour-là. Il a renvoyé un de ses conseillers, lui demandant si elle voulait une interview. Et d'un seul coup, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, voilà, écoute, soyons sérieux.
moi, je suis en radio, je suis tout seul, je ne suis pas dans la position dans laquelle tu es. Moi, j'ai 1h30, on a posé des questions, j'ai posé des questions, tout le monde a posé des questions. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut comme matériel pour faire mes papiers, pour envoyer mon son d'interview et tout à Paris. Donc bon, j'ai dit, toi, tu as 2 concurrents, c'est Antenne 2 et TF1. Si tu penses, honnêtement, que tu peux avoir mieux que TF1 et Antenne 2, tu y vas. Mais moi, entre toi et moi, je pense que nous avons tout. Et je ne vois pas ce qu'il va te raconter de plus. Mais comme je la connais, c'est une battante, elle est courageuse. Elle m'a dit, j'y vais quand même. Je dis, ok, tu y vas. Donc nous, les 6 autres journalistes, on est repartis en minibus, on nous a ramenés à notre hôtel. Elle est partie à bord d'une 604 Peugeot, tiens, le colonel a acheté des Peugeot, et une Peugeot blanche. Il y avait avec eux une interprète algérienne qui jouait un drôle de jeu, une rabatteuse, qui parlait bien français, le chauffeur et Kadhafi. Ils sont partis à l'intérieur. Et nous, il était 19h05, pour être précis, je m'en souviens très bien. Et vers 20h20, Mona revient, on pleure, maquillage partout, enfin c'était horrible, et accompagné par l'interprète. Et elle me dit, Christian, il faut que je te raconte ce qui s'est passé, c'est dramatique. Bon, voilà. L'interprète, après, s'en est débarrassé, puis elle est venue nous débriefer en disant, mais il a tenté de me violer. Donc, quand vous aurez lu le livre, vous aurez les histoires. Moi, je vois cette histoire qui prend une sale tournure, et je me dis, il faut que j'appelle l'ambassadeur, Christian Graff. C'était un ami qui était un ambassadeur là-bas, je l'appelle aussitôt, je mets la main sur lui, il arrive à l'hôtel, et il me dit, écoutez, maintenant, ce soir, il faut que vous vous relayiez à 3 ou 4 devant la chambre de Memona, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, il faut qu'on reste en état d'alerte les uns les autres. Demain matin, moi je vous fais accompagner à Paris, enfin à l'aéroport, c'était Tripoli, Zurich, Paris, c'était pas un vol direct, en délégation officielle. Et moi, ce soir, j'appelle Chesson une fois qu'il est rentré, et on appelle Mitterrand pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Alors je passe sur les détails, parce que c'est bien de la folie furieuse, et il a tenté de la violer en effet. Et le soir, Mitterrand était au courant à minuit. Et Mitterrand a convoqué Memona Inkerman 2 jours après notre retour. Il lui a dit, c'est une affaire d'État, mais je vous demande de la boucler. Voilà. Memona n'en a parlé que plusieurs années après, dans une émission de Marc-Olivier Fogiel. C'était la première fois où il en parlait. Donc, c'était pris au sérieux. Mais je me dis quand même, regardez, on connaissait la façon de faire de ce personnage. On le savait depuis longtemps. Quelqu'un qui est resté au pouvoir depuis 1969, suite à un coup d'État, et qui est resté jusqu'en 2011, pendant 42 ans, on a accepté de jouer avec, au nom des contrats, au nom du pétrole, aussi bien la gauche que la droite. Tout le monde a été responsable. Tout le monde l'a reçu, au nom des pétrodollars. Bon, voilà, on a une Libye aujourd'hui, il n'y a plus Kadhafi, qui était une espèce de ciment, c'est une cohabitation qui tenait la route entre lui et les 7 grandes tribus du pays. Et on voit même bien que l'influence de Kadhafi était énorme, parce que je vais même plus loin. Prenons le Sahel aujourd'hui, un pays comme le Mali. Kadhafi achetait la paix régulièrement. Il allait à Bamako chercher ses mercenaires, qu'il arrosait copieusement. Il achetait la paix avec les Touaregs. Même ceux qui se sont tournés du côté des salafistes, des islamistes aujourd'hui, et c'était quelqu'un qui calmait le jeu dans la région. Il n'est plus là. Regardez la situation dans laquelle nous sommes. Ce qui explique pourquoi M. Hollande va prochainement en Algérie. Nous allons suivre M. Hollande le 19 et 20 décembre à Alger. Il espère que les autorités algériennes vont être à ses côtés, parce qu'elles connaissent quand même bien la région, et puis tous ces AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui sont dans cette région, c'est quand même en grande partie des Algériens qui ont été chassés d'Algérie, mais qu'aujourd'hui posent problème et qu'on retrouve avec les autres salafistes et islamistes dans cette partie du Nord Mali, où il va falloir aller dégager tous ces gens-là qui constituent quand même une menace pour notre sécurité en Méditerranée, une menace pour l'Europe. Quand on voit toutes ces ramifications, regardez les conséquences du monde arabe, des révolutions arabes. Alors là, par exemple, bon, les Américains, je pense, aideront les Français. Quand j'entends M. Hollande dire pas d'intervention militaire française, seulement une aide logistique, je me dis, mais comment on va faire? On ne va pas laisser 3300 Africains d'une troupe d'Afrique de l'Ouest, des pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont mal formés, mal préparés, aller tenter de déloger des salafistes et des islamistes, des terroristes, donc ça, carrément des terroristes. Je me dis que c'est pas possible. Donc, je pense que l'Amérique devra bouger d'une façon ou d'une autre, comme elle a bougé pour la Libye, au sein de l'OTAN. Les Français sont concernés, et à mon avis, on devra bouger d'une façon ou d'une autre. Et je pense que le mois de décembre, le mois de janvier sont des mois déterminants, parce que tout va être accepté à l'ONU, et on va dire, maintenant,
C'est aux Africains d'y aller, mais les Africains n'iront pas tout seuls. Donc les Français seront forcément impliqués, avec tout le risque que ça représente pour nos 6 otages qui sont retenus dans la région. Donc voilà, on a parlé de tous ces États-là. Bon, la Syrie, j'y ai fait allusion tout à l'heure. La Syrie, moi je pense que ça va durer encore longtemps, et que ça pose problème. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir Bachar el-Assad, qui est un terroriste? Finalement, les El-Assad sont des terroristes, on peut en arriver à cette conclusion aujourd'hui, sont des terroristes de père en fils. Moi, j'ai connu le père, je l'avais interviewé 2 semaines avant la visite de François Mitterrand à la Knesset, à Jérusalem, et pratiquement, non, pardon, 1 mois avant la visite de Mitterrand, et 2 semaines après le massacre des frères musulmans de la ville de Hama en février 1982. C'était le frère, l'oncle de Bachar el-Assad, Rifat el-Assad, qui était le patron de la garde élite. Et c'est eux qui avaient massacré 25 000 frères musulmans. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la question que pose Poutine. Est-ce qu'il faut mieux avoir Bachar el-Assad que des frères musulmans qui vont constituer le grand axe? Bon, avec... alors naturellement, moi je pense que la situation risque de durer, parce que les Russes ne veulent pas lâcher. Monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, quand il a vu Monsieur Fabius récemment à Paris, il lui a redit ce que Poutine a dit à Hollande, ce que l'ambassadeur de Russie que je recevais dans notre club de presse récemment nous a dit l'autre jour. Donc on sent que les Russes campent sur leur position. Les Iraniens n'ont pas lâché. Parce que s'ils lâchent, ils vont perdre avec le Hezbollah au Liban, et ça va les déranger. Donc c'est un vrai problème. Alors donc, moi j'en arrive à la conclusion aujourd'hui que pour qu'on aille mieux, que cette région aille mieux, qu'Israël aille mieux, il faut régler d'urgence le problème iranien. C'est le cancer numéro 1 du Moyen-Orient. Alors il y a 2 solutions. Il y a 2 solutions. Quand j'ai rencontré avec mes 6 autres collègues le groupe des 7, le Premier ministre Netanyahou, que je connais bien, que j'ai rencontré 5-6 fois déjà, on l'a écouté attentivement le 1er novembre. C'était le jour où il allait à Toulouse dans l'après-midi avec le président Hollande, et les 60 minutes qu'il nous a consacrées gentiment le matin, au petit déjeuner, ont été 40 minutes, les 60 minutes ont été consacrées à l'Iran. Et il a été très clair. Il nous a prouvé par A plus B qu'on en était arrivé à la 4e et dernière phase de la fabrication de la bombe nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre le moment, en gros, il ne nous a pas laissé beaucoup d'espoir, trop de temps avant qu'on agisse. Donc il y a 2 solutions. Ou nous trouvons, nous autres occidentaux, avec Israël, les États-Unis, la France, l'Angleterre, enfin l'Occident, les moyens d'aider le peuple iranien à renverser ce régime de l'intérieur, parce que je le signale, j'ai pas mal de contacts avec les gens de l'intérieur, une grande majorité, c'est pas une petite majorité, c'est une grande majorité d'Iraniens en a un ras-le-bol de cette dictature, de cette chape de plomb religieuse. Donc ils veulent s'en défaire. Simplement, il faut leur donner les moyens. Je vous signale que là aussi, où j'en veux un petit peu à M. Obama, c'est qu'en 2009, quand il y a eu le mouvement vert, qui avait commencé à bouger de l'intérieur, M. Obama n'a pas bronché. On n'a pas aidé ces gens-là. Il fallait les aider, même si ce n'étaient pas des petits saints. C'est des gens qui avaient collaboré avec Khomeini, qui avaient du sang sur les mains. Mais autant les utiliser pour faire le sale boulot de l'intérieur et tenter de renverser Ahmadinejad et Khamenei, cette bande de voyous. Un chat, sans jeu de mots. Bon. Je dis qu'on a raté le coche. Alors aujourd'hui, soit on bouge de l'intérieur, il y a quelqu'un que nous connaissons bien aujourd'hui qui a eu des contacts avec Israël, avec des gens importants de la communauté, qui essayent de bouger parce que son père à l'époque était un grand ami d'Israël, c'était le Shah. Il se déplace régulièrement dans 5 capitales européennes aujourd'hui, que sont Paris, Rome, Londres, Amsterdam et Berlin, pour y rencontrer des gens de l'intérieur qui viennent le voir, parce qu'ils ne peuvent pas aller aux États-Unis pour des raisons du visa, vous vous en doutez. Donc il vient les voir, il voudrait établir son quartier général à Paris. C'est pas bête, mais après tout on a bien reçu l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château. Pourquoi on ne recevrait pas le fils du Shah, sans doute beaucoup plus fréquentable que cette bande de terroristes à Paris? Donc on essaye de voir, enfin les gens essayent de voir comment on peut lui donner les moyens de s'installer en France. Il a eu des contacts avec Juppé lors du précédent gouvernement sous Sarkozy. Il a eu des contacts avec des gens de chez Fabius au Quai d'Orsay.
Ils essayent de voir comment on peut le prendre en considération aujourd'hui dans un schéma. Lui ne demande plus, il n'a jamais demandé, à vrai dire, une réinstauration de la monarchie constitutionnelle ou quoi que ce soit en Iran. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'opposants à la monarchie, beaucoup d'opposants à son père, que ce soit les communistes, les Toudéi, ou même des Moudjahidines, qui ne sont pas fréquentables, les Toudéi, des monarchistes, il y en a bien entendu, des républicains, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est qu'il y a des gardiens de la Révolution. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui commencent à déserter le navire et qui veulent se joindre à ce mouvement. On lui a demandé de fédérer l'opposition sur un point d'accord, c'est il faut renverser ce régime par la désobéissance civile. Donc, ils sont d'accord là-dessus. C'est lui qui fédère. Normalement, si tout va bien, il devrait en janvier tenir un congrès de 2-3 jours à Paris, avec tous ces gens-là. Ça ne va pas être simple pour des raisons sécuritaires. L'idéal, ça serait qu'il le fasse à, comment ça s'appelle, cet endroit, la mutualité. Oui, on est en train de chercher. C'est pas évident. Hein, voilà. Alors, donc le congrès, il faut qu'il ait lieu parce que ça peut être une alternative. Eux, ils ont des gens à l'intérieur du pays qui peuvent bouger. Maintenant, il faut faire bouger avec des vrais moyens, donc il faut aller de l'avant. Et puis, il y a ce que dit Benjamin Netanyahou, et je suis d'accord avec lui. Il dit à un moment donné, moi, bon, c'était le 1er novembre, c'était 5 jours avant l'élection, la réélection d'Obama. Netanyahou nous disait, moi, il y a un moment donné, il va falloir y aller. Alors, on avait compris que la fenêtre d'intervention pourrait être, après sa réélection vraisemblable, le 22 janvier, après la réinvestiture d'Obama, le 20 janvier, vous voyez que c'est vraiment clé, et puis on se disait que pour des raisons de climat, température et autres, qu'il était obligé d'intervenir avant fin avril. Donc on s'est dit, on est arrivé à la conclusion, ça c'est pas lui, mais enfin on a beaucoup discuté du timing, enfin il ne pouvait pas rentrer dans les détails, sans doute. On s'est dit que ça pourrait être quelque chose après le 22 janvier et fin avril. Ce sera le moment où il faudra bouger, parce que les autres seront dans la phase ultime. Et s'ils ont la bombe nucléaire, après, c'est un vrai problème. Surtout que c'est un régime terroriste. Je dis toujours aujourd'hui, si le Shah, ou quelqu'un comme le Shah, était encore au pouvoir aujourd'hui, l'Iran aurait son arme nucléaire. N'oubliez pas que le Shah, en 1974, avait déjà pris des contacts avec Giscard d'Estaing, au moment où ils se parlaient, où Giscard considérait, bon, je ne pensais pas lâcher le Shah, il y avait Eurodif, programme nucléaire. Les Iraniens avaient essayé de prendre des parts. Bon. Donc ça veut dire que si le régime à Téhéran, qui était un régime ami d'Israël, où les services collaboraient très bien entre les deux pays, si c'était un régime semblable à celui de l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc le véritable problème pour que tous dénouent aujourd'hui au Proche Moyen-Orient, c'est il faut tuer ce régime iranien, il faut le renverser, parce que c'est le cancer numéro 1, avec toutes ces métastases, qui s'appellent le Hezbollah, le Hamas, et qui sont toujours là. Ça s'est calmé dans la bande de Gaza, mais c'est reculé pour mieux sauter. Moi, à un moment donné, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais je me suis dit, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. En parlant de BN. J'espère qu'il va aller jusqu'au bout, parce que de toute façon, l'armement, ils vont continuer à se réarmer par les tunnels, la bande de Gaza, l'Égypte. L'Iran va continuer à renvoyer des missiles. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Gaza, ça a été pour moi une façon pour les Iraniens de vouloir tester Israël. Alors, il y a le Iron Dome qui a bien fonctionné. Là, on a joué avec des missiles de 75-100 km de portée. Mais attention, ils ont des missiles depuis longue portée, moyenne et longue portée. Et c'est là que les Chinois jouent un jeu insidieux, parce qu'on en parle peu des Chinois, mais par rapport à l'Iran, par rapport à la Syrie, pourquoi les Chinois restent solidaires? C'est parce qu'ils ont un accord de troc avec l'Iran, c'est pétrole iranien, et pour la Chine c'est important, hein, mais 1,4 milliard, 1,3 milliard, pardon, contre des missiles de 2000 à 2500 km de portée que leur fournissent les Chinois. Et ce sont des missiles chinois ou nord-coréens, puisque ça marche ensemble, ça. Donc voilà. Donc, il y a un moment donné, la prochaine étape, ça pourrait être des missiles de moyenne portée. Là, il y aura le Hamas qui aura encore des missiles, les FAK, 75 km, mais qui seront encore plus puissants et qui pourront atteindre n'importe quelle partie d'Israël. Et il faudra les Iron Dome, les Super Iron Dome, pour les descendre en l'air. Donc je me dis qu'il faut aller... Alors, ils ont une partie de leur nucléaire qui est sous terre. Et c'est là qu'il faut que l'Amérique, que M. Obama se réveille.
et qu'il donne des moyens sophistiqués à Israël de pouvoir aider Israël à aller jusqu'au bout pour aller détruire l'arme nucléaire qui est en préparation. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et je me dis que malheureusement, j'en arrive à cette conclusion, une double conclusion, avec ces régimes terroristes, islamistes, salafistes, frères musulmans, nous sommes dans une guerre de religion qui ne dit pas son nom. C'est une guerre contre Israël, c'est une guerre contre l'Occident, c'est une guerre contre nos croyances communes, c'est une guerre contre nos valeurs. Et je dis que nous avons aussi, je le dis, je le redis, je le pense, nous avons malheureusement tous les ingrédients pour un grand conflit à échelle mondiale. Je n'irai pas dire la troisième guerre mondiale, mais je ne suis pas loin de le penser. Donc tant qu'on n'aura pas crevé cet abcès, et c'est là qu'il faut que l'Occident fasse preuve de courage. C'est là qu'il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on aille de l'avant. On n'a pas le choix. Je dis toujours, ma formule, c'est ou eux ou nous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bravo. Je vous avais bien dit que Christian ne mâche pas ses mots et dit ce qu'il pense. Et encore, on va le pousser un peu plus pour qu'il nous avoue ce qu'il pense. Nous allons passer aux questions. Je vous demande, comme nous sommes nombreux, je vous demande simplement de vous lever, de poser votre question, mais de ne pas commencer une diatribe ou reprendre l'intégralité de tout ce que vient de dire Christian Mallard, juste votre question. Vas-y. Parle assez fort, parce qu'on a... Trois questions, très bref. Au Moyen-Orient, un peuple sans terre, ce sont les Kurdes. Oui. C'est un vrai peuple sans terre. Quid de la Turquie? Et est-ce qu'un blocus maritime et aérien de l'Iran ne serait pas une solution alternative à l'attaque? Alors, les Kurdes, c'est vrai qu'ils n'ont pas de terre, ils sont entre la Syrie, l'Irak, l'Iran. Et c'est vrai que ça pose un véritable problème. On ne les entend pas trop pour l'instant, mais c'est vrai que ça reste un problème qui peut être explosif, les Kurdes. La Turquie, elle a été très longtemps l'allié d'Israël, puisqu'il y a même des manœuvres militaires communes. Et puis, avec M. Erdogan, ça a beaucoup changé. Sauf que M. Erdogan, aujourd'hui, l'Occident est en train de le ménager. Je dis l'Occident, les États-Unis sont en train de ménager, parce que c'est quand même le flanc sud de l'OTAN. C'est la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN. Et qu'on en a besoin. Alors c'est vrai que ces rapports se sont considérablement détériorés avec Bachar el-Assad, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ces rapports avec l'Occident sont pas mauvais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se sert beaucoup de la Turquie pour intervenir avec d'autres pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais là où j'ai des doutes, c'est plus encore sur le Qatar et sur l'Arabie Saoudite que sur la Turquie. Parce que regardez, le Qatari est allé à Gaza. Il est allé aider les Hamas à Gaza. Les Saoudiens, c'est le jeu que je vous ai décrit tout à l'heure, jouent un jeu insidieux, ce ne sont pas des gens fiables, fréquentables. Les Saoudiens, je regrette, en dépit du fait qu'on joue le jeu avec eux, mais enfin, il faudrait qu'on se méfie. Bon. Donc les Turcs, aujourd'hui, ils sont plutôt quand même de notre côté pour essayer de résoudre le problème à leurs frontières avec la Syrie. On verra pour le problème kurde. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à parvenir aujourd'hui à faire en sorte que de bonnes relations puissent se nouer à nouveau entre la Turquie et Israël. Ça me paraît fondamental. Elles ont été très bonnes, ces relations. Elles se sont détériorées. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que c'est l'Amérique qui doit jouer un rôle là-dedans pour amener les Israéliens et les Turcs à nouveau à se parler davantage et à coopérer davantage. Parce que les Turcs se méfient de l'Iran, et vous vous en doutez. Les Turcs se méfient de l'Iran. Donc il faut jouer là-dessus avec eux. C'est là-dessus qu'il faut les amener en disant, vous voulez devenir une grande puissance, vous êtes un grand pays. Bon, l'Iran est un problème aussi pour vous, donc jouez avec nous. C'est là que je pense qu'il y a des manœuvres, ça discute avec Erdogan. Encore que je n'accorde pas une confiance aveugle à M. Erdogan. Hein. Bon, là, si, l'armée avait joué un grand rôle. C'est un pilier en Turquie, l'armée. Mais c'est comme en Égypte. L'armée, elle a été mise de côté, ils sont dans le placard. Bon. Est-ce qu'elle peut ressortir? Je ne suis pas sûr. Mais pour l'instant, on est obligé de jouer avec Erdogan. Mais il faut lui faire jouer un rôle en lui disant, Iran, Syrie, c'est un problème pour vous. Donc, vous êtes avec nous. Et c'est qu'à partir de là... Alors, j'ajouterai quand même une chose. C'est que les États-Unis, c'est vrai qu'on est dans une situation très paradoxale. L'Amérique surarme d'un côté Israël, ce qui est normal, avec des grands contrats d'armement qu'on négocie, qu'on signe.
Et dans le même temps, on a le même type de contrat d'armement qu'on signe avec l'Arabie Saoudite, dont je viens de dire tout le bien que je pense, parce que Israël et l'Arabie Saoudite ont un ennemi commun qui s'appelle l'Iran. Donc les pays du Golfe, Bahreïn, il y a la 5e flotte, Koweït, tout ça, on est tous ensemble avec Israël parce qu'on sait très bien que l'ennemi commun qui peut déstabiliser toute la région, c'est l'Iran. Et je me suis laissé dire il y a quelque temps, et ça m'est toujours été confirmé, les Américains redoutent que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, par où circule 60% du pétrole mondial, par où transite 60% du pétrole mondial. Donc, s'ils ont renforcé leur dispositif militaire au Sultanat d'Oman, face au détroit d'Ormuz, c'est parce qu'ils craignent bien des mouvements iraniens qui pourraient aller dans ce sens-là. Et si on bloque le détroit d'Ormuz, 60% du pétrole mondial avec la situation économique mondiale que nous connaissons, exactement, ça peut exploser. Donc voilà. Et les rapports, est-ce que ça joue aussi sur le blocus? Est-ce que ça joue aussi sur le rapport entre l'Arménie et la Turquie? L'Arménie, la Turquie, on connaît le problème du... C'est vrai que je dis toujours aux Arméniens, vous avez été victime d'un génocide en 1915. C'est bien de le rappeler. Ça serait bien que les Turcs et les Arméniens discutent, se mettent autour d'une table et qu'on parle de l'avenir. Mais bon, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que stratégiquement parlant, c'est pas l'Arménie qu'on va privilégier. L'Occident, l'OTAN vont privilégier la Turquie. Donc il faut discuter avec la Turquie, on est obligé, mais il faut savoir les amadouer d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle dialoguer de façon subtile. On n'a pas le choix. Le blocus de l'Iran. Il y a l'embargo déjà qui fait l'embargo. Ah si, il y a un effet. Il y a un effet. Non, ce qu'il faudra voir, vous savez, quand il y a eu la dévaluation quand le rial d'un seul coup a perdu 60% de sa valeur, la monnaie iranienne, vous avez vu, il y a eu des mouvements, il y a eu des turbulences à Téhéran. Mais comme je dis toujours, moi j'ai vécu 3 ans en Iran, presque 3 ans pendant la Révolution, sous Khomeini. Et j'ai toujours appris dans ce pays qu'à partir du moment où il y a un incendie, s'allume quelque part, et s'il se répand très vite à partir de Téhéran, par exemple, et qu'il se répand à travers tout le pays, c'est bon, ça va être gagné. Le Shah était renversé en 14 mois, à l'époque, où il n'y avait pas la communication, ne circulait pas aussi facilement. Il a fallu 14 mois pour renverser le Shah. Bon, je me dis qu'aujourd'hui, les choses pourraient aller plus vite. Mais il faut que les incendies s'allument de l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a une course de vitesse? Je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a une course de vitesse qui est en cours. C'est où ça bouge de l'intérieur et on donne le plus rapidement possible aux gens le moyen de se révolter, de tenter de déstabiliser, de renverser ce régime, ou alors on emploie la manière forte, c'est celle de Benjamin Netanyahou, avec les Américains derrière et l'Occident derrière. Il n'y a pas que l'Amérique qui doit y aller, il faudrait que tout le monde y aille. C'est le camp occidental qui doit montrer sa solidarité. Voilà. Oui, la question que... Oui, M. Mallard, merci pour votre exposé parfaitement intéressant. J'aimerais profiter de votre expertise pour comprendre la stratégie du Qatar. Vous avez évoqué le Qatar. C'est vrai que personnellement, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ce pays qu'on voyait jusqu'à une période récente uniquement dans les rubriques business, puisqu'il rachète des sociétés à tour de bras dans le monde, récemment sportif, puisqu'effectivement il y a l'épisode du PSG qui personnellement me plaisait assez, s'il pouvait donner un petit peu de boost au championnat de France, et depuis très peu de temps, on en entend parler maintenant de la rubrique effectivement politique. Ils soutiennent les opposants à Bachar el-Assad en les finançant. Ils sont, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, venus visiter, c'est un des premiers chefs d'État à venir voir le Hamas à Gaza. J'ai appris l'autre jour, en discutant avec des Tunisiens bien informés qui soutiennent effectivement les islamistes, quelle est leur stratégie? Ils cherchent quoi? Alors, j'ai envie de dire, le Qatar, c'est la grenouille arabe qui veut se faire aussi grosse que le bœuf saoudien. Je peux dire ça comme ça. Et ils jouent le jeu insidieux de l'Arabie Saoudite. Parce qu'ils viennent aussi dans nos banlieues. Ils viennent voir pour récupérer des gens. Bon, on a dit tout à l'heure à Gaza, le Hamas, ils financent les opposants à Bachar el-Assad, donc ça veut dire les islamistes, des frères musulmans, les salafistes. Et ce que je ne comprends pas, c'est que M. Sarkozy et M. Hollande
joue le jeu. On jouait le jeu et joue le jeu avec eux. On a des contrats. Alors, ils ont racheté l'hôtel Concorde Lafayette. Je crois que c'est le Martinez à Cannes. Le Martinez. Je ne connais pas tous les hôtels qu'ils ont rachetés. Alors, moi, c'est vrai qu'il m'arrive de faire il m'arrive d'intervenir sur leur chaîne Al Jazeera anglais, parce que là, je trouve qu'il y a des gens de l'autre côté qui sont ou des anciens de CNN, des Américains, ou des Anglais de BBC, avec lesquels on peut faire notre métier. Mais Al Jazeera arabe, pas fiable du tout. C'est pas fiable du tout, parce que là, c'est tout des discussions pour soutenir les ennemis de Bachar el-Assad. Je les trouve bien cléments avec l'Iran. Je traduis pas l'arabe, je parle pas arabe, mais j'entends. Donc, Al Jazeera anglais a un peu de fiabilité parce que les journalistes ont quand même leur indépendance, je dois dire. Ce sont des gens, connaissent quelques-uns, des anciens de CNN et de la BBC. Donc là, on parle bien le même langage et on peut se dire les choses, surtout quand on est en direct. Parce que là, on ne peut pas vous couper. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que je suis assez content de mon expression. La grenouille qatari qui veut se faire aussi grosse que le bœuf saoudien. Ah bah tiens, je vais la ressortir, l'expression. On a noté les droits d'auteur. J'aurais une question à te poser sur l'actualité récente, car tu sais qu'il y a une semaine à peu près, calendrier, hasard du calendrier ou volonté politique, le 29 novembre 2012, soit 65 ans après le 29 novembre 1947, l'ONU a reconnu le statut d'observateur à la Palestine. Et donc, la question qui se pose essentiellement, au-delà du fait que, effectivement, ça ne change pas grand-chose sur le terrain, c'est la désillusion que cela peut générer, puisque finalement, c'est à part la capacité d'aller rester en justice auprès de la Cour européenne, à la Cour internationale, il n'y a pas grand-chose qui peut changer par ce statut. Donc, est-ce que il n'y a pas un risque, à ton avis, d'une désillusion rapide, puisqu'on a vu les foules en liesse à Ramallah, et que finalement, quelques semaines après, quelques mois après, on verra que rien n'a changé, et que donc ça risque de faire booster un petit peu. Non, j'allais dire, ça mange pas de pain. Il fallait donner un peu de diabète à M. Mahmoud Abbas, lui donner quelques sucrètes. Et l'ONU, dont on se demande comment elle fonctionne, parce qu'un veto annule tout, on voit bien avec la Syrie, ce qui se passe, bon. Un veto russe paralyse tout. Je crois qu'il faut tout changer de système du Conseil de sécurité de l'ONU. Non, là, le vrai problème qui se pose, c'est quelle crédibilité a encore Mahmoud Abbas aujourd'hui? C'est quand même le Hamas qui mène la danse, et c'est quand même le Hamas qui demande la destruction de l'État d'Israël. Donc, tant qu'il y a Hamas, on ne peut pas avancer. Et Mahmoud Abbas, pour l'instant, est entre les mains du Hamas quand il dit qu'il veut la réconciliation avec le Hamas. Mais comment? Quelle réconciliation? À quel prix? Donc, pour moi, tout ça, c'était j'allais pas dire du pipeau, mais c'était de la mise en scène, on a voulu lui faire plaisir, on a voulu calmer le jeu, donc on a donné une sucrète. Une sucrète, une sucette, c'est de la poudre aux yeux. Et le problème, c'est qu'à mon avis, Mahmoud Abbas ne pourra rien faire face aux dirigeants du Hamas, que nous connaissons tous, qu'ils ne soient plus à Damas ou qu'ils soient ailleurs au Qatar. Je crois qu'il y en a un qui est au Qatar aujourd'hui, là. C'est Haniyeh, il n'est pas au Qatar. Si, il va régulièrement. Voilà. Donc voilà. Donc on sait où ils sont. Mais là, tout ça, ça a été beaucoup de gesticulation pour peu de choses. Donc je ne pense pas particulièrement inquiétant. Merci. Il y avait une question. Alors, il y a une question, madame. Si vous voulez bien vous lever. Oui, après madame, et je vous donne la parole. Votre courage. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se mettent avec les idées pour Israël. Alors venez parce que comme vous ne voyez qu'il ne porte pas, venez prendre le micro. Il n'est pas assez long pour l'emmener. Je pense que oui, moi. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous féliciter pour votre attitude par rapport à Israël. Parce que si on veut ramasser tous les journalistes, etc., qui sont contre Israël, il faut louer le Stade de France. Exact. Oui. Après, et pour le 29 novembre, c'est pas une date. Moi, il y a le journal Actualité Juive. J'ai mis là-bas mon petit article sur. Mon titre c'était
pourquoi ce 29 novembre partent les 365 jours de l'année. C'est pas au hasard. C'est-à-dire que c'est la date qu'elle a été créée l'État d'Israël par les Nations Unies. C'est-à-dire que parce qu'ils prennent que c'est les journées internationales des Palestiniens, ils effacent l'État d'Israël. Avec les Nations Unies qui lui-même a voté. C'est un symbole fâcheux. Oui, voilà. Avec les pays européens, par exemple. Alors c'est vraiment voté. C'est comme dire, on va prendre le 14 juillet, on va les déplacer en Belgique. On ne sait pas où. On va changer les symboles. On va donner aux Arabes quelque chose. C'est pas normal. Alors maintenant, j'ai quand même une autre question. C'est comment vous expliquer que les Européens, dans la grande majorité, à la place de voir en Israël et en États-Unis des alliés qui ont la même culture, la même mode de vie, vous allez en Israël, vous avez l'impression d'être en Europe, comme à New York. C'est la même chose, hein? Sauf que c'est écrit en hébreu, alors qu'ici, on a eu les États-Unis et l'Israël, et les Juifs aussi. C'est-à-dire, quand on a eu les États-Unis, on a eu Israël, et vice-versa aussi. Non, mais je comprends bien votre colère. Je dis aujourd'hui simplement qu'il faut que, je répète, et ça c'est un de mes leitmotifs, qu'il faut que l'Occident arrête d'être naïf, de penser que, pour l'instant, je pense que malheureusement, on s'est beaucoup plus couché devant les islamistes, les frères musulmans et les salafistes qu'autre chose, et qu'on n'a rien à attendre. On n'a rien à négocier avec l'Iran, je regrette. J'ai appris sur le terrain, en vivant presque 3 ans en Iran, chez les chiites, je connais les sunnites aussi, j'ai appris que ces gens-là pouvaient vous rouler dans la farine, ils peuvent tenir 4 langages à la fois, et malheureusement il y a des gens qui peuvent les croire. Et quand c'est nos dirigeants, c'est beaucoup plus grave. Donc je pense que le seul langage que ces gens-là connaissent, et ça par expérience vécue, c'est la fermeté, c'est le rapport de force. Et si on ne le fait pas encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça sera ou eux ou nous. Et je maintiens ce que je dis, je le répète, c'est une guerre de religion qui est en cours. Ils sont en train, si on ne répond pas, ça sera considéré comme une grande faiblesse. Et ils en profiteront. On le voit bien. On le voit bien aujourd'hui avec toutes ces révolutions arabes. Vous voyez même en France, à Paris, ou dans certaines villes, ou dans certaines banlieues, une nouvelle arrogance manifestée par certains, barbus ou pas barbus. Enfin, des barbus, on a. Et moi, je connais des gens qui travaillent à la DCRI, qui travaillent sur les barbus, et je peux vous dire que tous les jours, on n'en parle pas, mais on arrête des gens. Des Mohamed Merah, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit dans notre pays, qui vont se faire endoctriner dans l'Oisiristan, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter de discuter avec ces régimes-là. On ne peut pas. Je crois qu'on va recevoir M. Morsi en France, d'après ce que j'ai cru comprendre, il devrait venir 1er février. Il faut peut-être lui parler et lui dire les choses en face. C'est pas quelqu'un de crédible, M. Morsi. Moi, je lui fais pas confiance. Si je l'interviewe demain, je serai ravi, parce que je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Et je le ferai sans embâche, et j'aurai pas peur. C'est tout. Il faut faire notre métier. Parce que si on se couche, on est mort. Voilà. C'est tout. Merci. Bravo. Une question rapide. Mais c'est quand même le pantin des frères musulmans, Morsi. C'est une question qui s'adresse à la presse. Quand on voit Gaza, on montre les Palestiniens, dont j'ai pitié, Je sais. et tout. Mais à Gaza, il y a des quartiers riches, il y a des hôtels de luxe, il y a des centres commerciaux de luxe, mais la presse ne le montre jamais. Donc, toute les médias, les Français, ils ne connaissent pas, nous on le connaît, on le sait, les autres ne le savent pas, ils voient simplement le pauvre petit peuple gazaoui qui meurt de faim, alors qu'Israël leur donne de ravitaillement et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a un art de la mise en scène chez le Hamas. Oui, mais ça je dis de la presse française. La presse Oui, française, oui, oui. qui Oui, n'en mais parle pas. la presse française, elle tombe là dans le travers. Elle est... Non, attendez. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Je vais répondre. On a compris votre question.
Non. Alors, c'est vrai. Ah, je fais une... Ça. Il y a le contact qui est perdu là. Ah, si on Ah, perd il y a le le bouton. contact. C'est le bouton. Ah bah oui, il y a le bouton. Voilà. C'est bon, je crois. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, ça marche pas. On a tiré pas un fil. C'est bon. Ça marche, ça va. Non, c'est pas sûr. La batterie, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, non. Heureusement, il a une voix qui On a été coupé à Gaza. Ah non, non. c'est bon. Voilà. Dès qu'on parle Non, de Gaza, on est je dis simplement, on ne peut pas dire que toute la presse, il y a une grande partie, il y a une majorité de la presse française, qui est pro-palestinienne. Ça c'est clair, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est pas un phénomène nouveau. Oui, il y a des diplomates français qui veulent pas voir la réalité en face et tout. Je crois qu'il faut la voir la réalité en face, il faut être objectif. Et il faut se mettre à la place d'Israël, qui est la seule démocratie dans la région. C'est la seule démocratie d'Israël, c'est vrai. Donc voilà. Donc il faut que les Occidentaux comprennent que Israël n'est pas une ennemie, mais plutôt une alliée, et qu'on doit être allié d'Israël. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis c'est pas être pro-sioniste que dire, ben, Israël, il faut défendre Israël avec nos valeurs. Moi je le dis, et c'est tout. Mais c'est vrai que vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les choses en face. Et puis qui auront toujours la même vision des choses, qui n'évolueront pas dans le temps. Ça, c'est... vous savez... Mais attendez, je peux pas être dans la conscience de toute la presse. Moi, je parle pour moi-même. Moi, je parle pour moi-même. Je ne peux pas être le porte-parole d'autres journalistes. Je sais ceux qui peuvent être aveuglément anti-israéliens, sans savoir pourquoi. Hein? La presse. Elle est moins. Certains journalistes ont une conscience quand même. Je dirais pas que je ne sais même pas si c'est une question de formation. Je peux pas dire. Moi, vous savez, j'ai toujours été dans mon métier, j'ai eu cette chance, et j'ai encore cette chance, et je touche du bois. J'ai toujours été un électron libre. Et l'électron libre que je suis parle, et puis vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est le droit de chacun, c'est la liberté de chacun que je respecte. Maintenant, moi, j'ai raconté à Richard il y a quelque temps, il le sait. Moi, je me suis fait, je dirais pas des ennemis, j'exagérerais, mais j'ai quelques confrères qui ne m'ont jamais pris au sérieux. Ça fait 4 ans, 5 ans que je leur dis, vous allez voir, parce qu'ils disent, ouais, il faut faire tomber Moubarak, il faut faire tomber Ben Ali, il faut faire tomber tout le monde. Ok, très bien, faites tomber. Et je leur ai dit, après, on va voir quoi? On va voir les salafistes, on va voir les frères musulmans et tout. Et il y en a qui disaient, on va pas donner la parole à Malar, parce que si on lui donne trop la parole, il va encore nous emmerder avec ses salafistes et les frères musulmans. Et regardez où on en est aujourd'hui. J'ai raison, j'ai eu raison. Et ces gens-là, il vaut mieux qu'ils rasent les murs quand ils boivent, c'est tout. Eh oui, mais attendez, moi, je n'engage que Christian Malar. Je ne peux pas parler pour les autres. Oui, non mais s'il vous plaît. On a la chance ce soir d'avoir Christian Malar, qui est un journaliste. Il parle en son nom. Il ne peut pas, comme il l'a dit si bien, prendre l'intégralité de la presse. Je voudrais simplement vous dire, il y a eu encore, il y a 2 mois et demi, un voyage de 8 journalistes qui ont été emmenés en Israël. Quand ils reviennent d'Israël, effectivement, ils ont une vision autre. C'est vrai. Mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'ils retournent dans leur rédaction, d'une façon générale, et que là, il y a une ligne de conduite qui les empêche d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils voudraient. C'est un fait. On ne peut pas aujourd'hui... Alors, nous battons aux différentes associations, quelles qu'elles soient, et je ne les citerai pas, mais nous battons d'une façon constante pour que, justement, il y ait une façon de voir les choses, et nous en apercevons. Je veux simplement répondre à la personne tout à l'heure. Il y a eu, au mois de juin ou juillet, un journal féminin qui a effectivement pris la rue principale de Gaza en montrant les hôtels et les magasins. Ça a été publié dans un journal féminin qu'on nous a d'ailleurs envoyé. Il n'y avait pas un gros reportage, ça n'a pas été, mais il y avait une demi-page sur le chic de Gaza. Voilà. Donc, vous avez raison. Bon, nous, notre rôle, si vous voulez, nous sommes, on a un rôle qui est limité. Je te passe la parole. Je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y. Je voudrais ajouter quelque chose. Moi, dans mon livre, je l'ai dit, je l'ai écrit, puis je l'ai dit. Moi, j'ai jamais considéré Arafat comme quelqu'un de crédible.
il était tellement bon dans son rôle de comédien martyr. Il était très fort. Il allait voir son ami, il disait toujours I come to see my friend Jacques Chirac because he told me that if I have a problem, I have to see Dr. Chirac. Voilà, oui, Dr. Chirac. Voilà, oui, Dr. Chirac. Sinon, je dis, pour moi, c'était, je l'ai appelé, alors je sais pas, je suis pas dans l'émission Dance with the Stars, mais peut-être que je me suis trompé quand j'ai dit que c'était un danseur de tango. Je sais pas si on fait un pas en avant et 3 pas en arrière, parce qu'Arafat m'a toujours donné cette impression-là, un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc pour moi, ça n'a jamais été un interlocuteur crédible. Et la seule personne en politique étrangère que je connais bien, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et qui décrit bien Arafat, qui a tout compris d'Arafat, c'est Madeleine Albright. Et Madeleine Albright a tout compris depuis le début. Et j'en ai discuté avec elle. Je lui ai dit, mais attendez, comment on peut avoir des interlocuteurs pareils? Et puis, tout l'argent qu'on a donné, que l'Europe, que la communauté européenne donne aux Palestiniens, où va cet argent? Où va cet argent? Il y avait autour d'Arafat, il y a encore, ils sont encore là, mais autour d'Arafat, on retrouve un certain nombre qui se trouve autour de Mahmoud Abbas. Je citerai un nom, Saeb Erekat. C'est tous des gens qui ont détourné l'argent et qui ne va même pas aux plus pauvres des Palestiniens. Donc, c'est vrai qu'il y en a assez de ce 2 poids 2 mesures, taper sur Israël bêtement, idiotement, sans raison, et puis dire « Ah, les pauvres et tout ». Mais attendez, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de nos investigations, enfin ceux qui sont sur le terrain, et qui voient, moi je suis curieux de savoir où va tout l'argent de la communauté européenne chez les Palestiniens entre le Fatah et le Hamas. Moi, j'aimerais bien avoir des comptes, qu'on nous rende des comptes là-dessus, parce que je vous dis qu'il y a encore aujourd'hui de Mahmoud Abbas, des planches pourries, ben, je vous dis, il y en a plein. Malheureusement, c'est comme ça. Vas-y, ta question. Je ne sais pas si les résultats de l'autopsie de Yasser Arafat ont été publiés, mais quel est votre avis sur la finalité de cette démarche? La femme d'Arafat était un drôle de personnage. La femme d'Arafat, soit Arafat, était un drôle de personnage. Je pense qu'elle a fait aussi... pas quelqu'un de fiable. Je ne sais pas qui l'a poussé à faire ça, à faire cette demande, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est pas quelqu'un de crédible. Elle a fait aussi beaucoup d'ennuis à la Tunisie, avec des histoires d'école. Je ne connais pas toutes les histoires financières qu'il y a pu avoir là-bas, mais pour moi, c'est pas quelqu'un de fiable. Et pourquoi on a voulu sortir ça? Quel est l'intérêt? Qui manipule qui? Pourquoi? Pour quelle raison? À vrai dire, moi, cette affaire me laisse complètement indifférent. L'histoire de Ramallah, l'autre jour, on est allé faire des prélèvements et tout, franchement. The game is over. The game is over. Pourquoi la France est rentrée dans le jeu? Parce qu'il est mort à l'hôpital Percy. Il est mort à l'hôpital Percy, il est mort en France. Donc c'est pour ça que les Français étaient impliqués. En revanche, ce que je ne comprends pas, alors je sais que à l'époque les services russes utilisaient du plutonium, du polonium pour se débarrasser de certains individus. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des experts russes qui étaient là aussi. Alors je ne sais pas pourquoi. Bah oui, c'est intéressant. Moi, à la limite, je suis plus surpris par la présence des Russes que la présence des Français, puisqu'il était à l'hôpital Percy, on l'a traité à Percy, bon, pourquoi pas qu'il n'y ait pas une présence française. Très bien. S'il y a un semblant de logique à cela. Maintenant, les Russes, grand ami du polonium, grand utilisateur de polonium pour certaines raisons, qu'est-ce qu'ils venaient faire là? Ça, c'est une... Pour le mettre. Hein, c'est une question. C'est une question qu'il faut poser. J'ai pas de réponse. Hein, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas maître en recherche dans ce domaine. Bon, il y avait plusieurs questions qui étaient... Il y a Lucie. Pardon Lucie. Vous avez fait un exposé, vous avez effectivement une voix unique dans les médias et qui me fait chaud au cœur. Et vous êtes aussi un très fin analyste. Et je voulais savoir si vous avez une idée de la stratégie qui pousse Benjamin Netanyahou à lancer son programme de logement là, maintenant, aujourd'hui. Bien fait. C'est exactement. Oui, je reprends ce qu'allait dire Richard. C'est la réponse du berger à la bergère. Le symbole fâcheux, puis tout. Donc pour dire, écoutez, faut pas me prendre pour un idiot. Ça suffit les provocations, j'en ai marre. Et il en a marre des provocations. Hein, et je sais faire aussi. Donc voilà, c'est Netanyahou. Non, mais il n'y a pas de... Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Vu le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je comprendrais davantage qu'il y ait de plus en plus d'Israéliens qui deviennent des Netanyahistes face à la situation que nous vivons. Moi, j'ai toujours eu un grand respect pour un personnage que je connais, avec lequel j'ai fait un super portrait, qui était fabuleux, avec Shimon Peres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
dans l'état actuel des choses, je comprends qu'on soit plus netanyahiste que péreziste. Alors, on va me prendre pour un extrémiste bientôt. Un tout petit, dans la même veine, puisqu'on parlait des médias, dans les médias aujourd'hui, on nous parle du blocage des 100 millions de dollars d'Israël vis-à-vis de la TVA palestinienne. Mais on ne dit pas que les Palestiniens doivent encore 200 millions de dollars à la compagnie d'électricité israélienne. Alors pourquoi on donne une partie de l'information et pas la deuxième? Il y avait donc, madame, monsieur, les deux dernières questions. Donc, madame, si vous avez une voix assez forte, levez-vous, s'il vous plaît. Concernant la construction des logements, moi j'ai entendu les informations de Radio J, je ne me trompe pas, que c'était pour justement contrer, pour empêcher justement que les deux parties palestiniennes de Cisjordanie puissent être réunies. C'était une façon de les séparer, et donc c'était un point stratégique pour Israël. Oui, mais vous savez, moi j'ai le souvenir de ma première rencontre avec un premier ministre israélien qui m'avait été arrangé par mon ami Meir Rosen, qui était ambassadeur à Paris. Hein? Tu as vu? La semaine dernière. Ah bon, voilà. Alors Meir m'avait arrangé à l'époque ma première grande interview avec Menachem Begin. Et c'était 6 mois avant les accords de Camp David. Et puis Meir a participé aux accords de Camp David, il était avec Moshe Dayan et tout ça. Et je me souviendrai toujours, je n'oublierai jamais ça, dans le bureau du Premier ministre israélien, quand on est arrivé, il m'a dit, moi, je suis prêt à discuter de plein de choses avec vous et tout, bien sûr, très sympa. Mais la première chose qu'il faut voir, c'est regarder la carte. Regardez l'exiguïté des lieux. Quand on voit l'exiguïté des lieux, et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, il y a des journalistes qui vont en Israël, il faut voir l'état des lieux, le terrain. Bon. Et c'est vrai que déjà, on ne peut pas rendre tous les territoires pour des raisons de sécurité et d'avenir pour Israël. C'est de la survie d'Israël qu'il s'agit. Il faut être honnête, il faut regarder la carte, on ne peut pas tout rendre. Et je me souviendrai toujours que Menachem Begin me disait, my dear friend, we cannot give back all territories. Il avait une petite voix sympathique. Et we cannot give back all territories. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout rendre. Il faut comprendre. Alors il y a des pressions qui sont exercées, c'est sûr. Elles sont le plus souvent sur l'État d'Israël que sur les autres. Mais le problème, encore une fois, aujourd'hui, les choses ont bougé, les lignes ont bougé, les choses ont changé. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que l'Occident n'a pas encore compris qu'il y a un vrai danger pour la survie d'Israël, avec l'Iran qui est là, le Hamas qui veut la mort d'Israël qui est là, le Hezbollah qui est là, le Hezbollah qui endoctrine aussi, qui récupère toutes les couches les plus déshéritées de la société libanaise, et la Jordanie. Oui, mais alors, la Jordanie. Alors là, tiens, merci de m'avoir tendu la perche. J'ai bien connu le roi Hussein. Excuse-moi, juste une... Attendez, mais je termine parce que c'est important, la Jordanie. Merci. C'est la suite de la question. Non, mais je vous dirai un mot sur la Jordanie. Merci de m'avoir tendu la perche, parce que j'en ai pas parlé, et j'aurais dû en parler. J'ai bien connu le roi Hussein, je connais bien le roi Abdallah, ce sont des amis que je respecte énormément. Ils sont dans une situation difficile aujourd'hui avec ce qui se passe en Syrie. Abdallah m'a dit un jour, j'ai fait une connerie, j'ai laissé rentrer les islamistes au Parlement. Ils n'étaient pas nombreux, la première fois ils sont rentrés, ils étaient 9, mais ça fait vite des petits, les islamistes. Ça se reproduit très vite. Et aujourd'hui, je me demande si finalement la solution, et c'est pas bien, si Abdallah m'entendait, enfin on en a parlé, j'en ai parlé avec lui en privé, plusieurs fois. C'était Shimon Peres qui, le premier, m'avait dit un jour, est-ce que finalement, l'État palestinien, ça ne devrait pas être la Jordanie? Parce que la logique, vous avez 65% de la population qui est palestinienne, l'épouse du roi, Rania, est palestinienne. Donc je me dis, est-ce que finalement, ça ne serait pas la solution que l'État palestinien soit en Jordanie? Si les Occidentaux, si, alors je ne sais pas quelle peut être la position du roi, je sais qu'il craint ça, il le craint, lui le craint. Parce que son père a failli être assassiné plusieurs fois. Oui, oui, donc il le craint. Mais je me dis finalement, est-ce que ça ne serait pas la solution? Il faudrait que les pressions énormes et qu'on dise, ben, la Jordanie, mais à un moment donné, il faut bousculer les cartes. Hein? Je me suis déplacé sur un thème il n'y a pas longtemps où le thème c'était entreprendre, c'est bousculer l'ordre établi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bousculer, c'est entreprendre, c'est révolutionner l'ordre établi. Et je pense qu'il faut passer par des mesures drastiques. Et je dis, pourquoi pas envisager cette piste?
que tout le monde s'y mette et que l'ONU serve à quelque chose, pour une fois. Merci. Bon, il y a... non. Alors, allez-y, finissez votre question. Dernière petite question subsidiaire, madame. Allez, allez-y. Je voulais savoir, par rapport à la désinformation, quel est le rôle de l'État et quel rôle peut jouer l'État quand il y a des informations et comment est-ce qu'on peut attribuer la liberté d'expression à des gens qui désinforment? Où s'arrête cette liberté d'expression? Et j'ai une troisième question. Écoutez, allez-y. La troisième question, c'est concernant justement l'Iran. Effectivement, vous dites, et vous êtes bien conscient de ce que c'est un grand danger, et qu'à Israël de agir avec l'aide de l'Occident et de l'État. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite, enfin tout ce que nous on souhaite, parce qu'on n'a pas le choix. Mais comment fait-on? Avec qui? Et comment? Mais je crois que j'ai répondu à la question tout à l'heure. J'ai dit, il ne s'agit pas uniquement de laisser les Américains être avec Israël, c'est qu'il faut que l'Occident tout entier s'implique. C'est-à-dire qu'il faut que la France, il faut que l'Angleterre, attendez, on ne sait pas. Il y a un moment donné où les enjeux seront tels, il faudra bien savoir qui fait quoi et qui est qui. Non mais, donc quand je dis moi personnellement, je dis qu'il faut que l'Occident montre davantage de courage, beaucoup moins de naïveté et de lâcheté comme ça peut être le cas parfois. Donc voilà, donc c'est une vraie question que vous posez. Je n'ai pas la réponse à toute la question, mais moi je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un tournant et il faut être conscient de la gravité de la situation. Non, merci. Attends. Oui, mais on ne peut pas répondre. Si vous voulez, Christian Mallard ne peut répondre. Attendez, excusez-moi. Non, excusez-moi. Christian Mallard ne peut répondre qu'encore une fois qu'en son nom et pas au nom de toute la presse généralisée. Donc le rôle de l'État, oui. Vous savez, le rôle de l'État, moi je suis un homme, Oui, mais ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai travaillé dans le privé, j'étais à RTL et à la 5, je suis dans le service public. J'ai toujours été une goutte d'eau de libéralisme dans des océans, point de suspension. J'ai cette chance, j'ai pu forger tout ça. Et je disais toujours, pour répondre à les amis, la dame m'a dit merci pour votre courage tout à l'heure. J'ai dit non, moi j'ai cette chance d'avoir eu un père qui était dans la résistance et qui a sauvé les familles juives. Et j'ai su ce que c'était, parce qu'il m'a raconté. Et donc, il était le premier à guider les troupes américaines dans la citadelle de Besançon le 8 septembre 1944 pour déloger les Allemands. Donc, si vous voulez, avec le général O'Leary. Mon père s'appelait Maurice Laloué, c'était son nom de résistant. Et donc, j'ai beaucoup d'amis dans la communauté juive, j'ai appris. Voilà, ça crée des liens. J'étais pas né encore, mais j'ai appris. Il faut créer des liens. Et il faut créer des liens. Et j'ai des amis, j'en ai plein. Voilà, mon père a sauvé beaucoup d'amis des familles d'origine polonaise. Et j'ai un de mes vieux amis qui est à la fondation Rothschild aujourd'hui, qui s'appelle Serge Weingewirtz, et on s'était pas vu depuis longtemps, et un jour on s'est retrouvé, le maire de Besançon voulait réunir à Paris les Bisontins, puisqu'on s'appelle les Bisontins, comme ça, et pas les Besançonnais, et pas les Briançonnais, les gens confondent. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvés, on n'a pas parlé, on savait ce que ça voulait dire, et je garderai toujours le souvenir de ses grands-parents, qui avaient gardé un accent polonais, et qui disaient, sans ton père, on ne serait pas là. Ça reste, vous savez, même si j'étais pas né à l'époque, il y a eu l'héritage. Et ça, on ne peut pas oublier. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, c'est grâce à mon père, et ma mère bien sûr, mais mon père en particulier, que j'ai cet esprit libre, et que je dis les choses. Et que quelque part à ma façon, plus modeste, beaucoup plus modeste, je suis un résistant. Voilà. Non, on a fini les questions. Je suis désolé, mais on est atteint l'heure. Une toute petite. Alors laquelle? Oui, parce que je t'avais posé la question tout à l'heure. Lève-toi, s'il te plaît. Je suis en deuxième semaine chez Julien Lepers. Ah oui. En Iran. On a commencé par la France, par les États-Unis, je voudrais terminer comme ça si c'est possible. Obama a été réélu malgré globalement un échec total dans son programme et ses engagements. Pour faire très court, il a été élu grâce à Sandy, qui lui a redonné une posture politique, présidentielle, et grâce au vote ethnique. Et c'est là que va poser ma question. C'est là qu'est ma question. Le vote ethnique n'est-il pas en train d'opérer dans les États comme il opère déjà à l'ONU et à l'UNESCO? Et, question subsidiaire, ne craignez-vous pas que le vote ethnique qui a fait ses preuves aux États-Unis ne fasse bientôt ses preuves en France?
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on dit que dans les 30 années qui viennent, il y aura plus de latinos. Il y aura plus de latinos que de blancs aux États-Unis. Et c'est sûr que ça pose des problèmes, surtout à l'électorat blanc traditionnel, WASP, républicain. Et je crois que les républicains en sont conscients aujourd'hui. Et je parle avec notre ami qui connaît bien les États-Unis aussi. Donc, tout ça, à travers le temps, joue en faveur d'une montée en puissance des latinos dans ce pays. Alors, moi, pour vous raconter quand même une anecdote, moi je pense que l'Amérique, elle a aussi des problèmes comme les nôtres. Et je voudrais toujours revenir à cet exemple que je cite. J'ai un de mes très bons amis qui s'appelle Bob Schrum. Et Bob a été le directeur de campagne de Al Gore et de John Kerry. Et Bob est un vieux grand ami. Et nous étions à Chicago en 96, donc il y a 16 ans, au moment de la convention démocrate qui devait conduire à la réélection de Bill Clinton. Et je déjeunais avec Bob, et je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, Bob, moi j'ai peur qu'un jour, vous, Américains, vous ayez aussi des problèmes, comme nous en avons en Europe, en France en particulier, avec des musulmans, des islamistes. J'étais déjà obsédé à l'époque. Et il me dit, mais non, mais quand Christian, j'ai dit, moi je pense que vous avez sur votre territoire des gens dangereux. Il dit, non, mais comment tu peux dire ça? Il dit, toi, je comprends, en France, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc, la Tunisie, je comprends. J'ai dit, ok, tu as raison là-dessus. Mais j'ai dit, attention dans vos mosquées. Vous avez des gens dangereux dans vos mosquées. Et il me dit, mais où? Alors je vais citer la mosquée de Chicago, la mosquée de New Jersey, Jersey City, la mosquée de New York, la mosquée de Washington. Et je peux vous dire que le premier auquel j'ai pensé quand il y a eu les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001, c'est à lui. Parce que je me suis dit, ben voilà, ils ont aussi leurs problèmes à l'intérieur. On laisse rentrer, on a fermé les yeux pendant tant d'années. Et je disais tout à l'heure, Giscard d'Estaing, erreur avec Carter concernant Khomeini, mais le regroupement familial. Giscard d'Estaing. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, moi j'ai été interrogé par quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, mais est-ce que vous pensez, monsieur Mallard, qu'il y a une 5e colonne? Je dis, oui, il y a une 5e colonne. Donc voilà, il y a un vrai danger pour la France, il y a un danger aussi pour les États-Unis, et nous avons le même danger, et même pour les pays comme l'Angleterre. Pendant combien d'années les Anglais ont fermé les yeux sur leurs Pakistanais, les gens du Tablir? Le Tablir, c'est ce qu'il y a de pire parmi les islamistes. C'est encore pire que les Ennahda en Tunisie ou les frères musulmans en Égypte. Les Tablirs, c'est vraiment les ultra radicaux religieux qui sont derrière les madrasas, les écoles coraniques super conservatrices au Pakistan. Et nous en avons qui circulent sur notre territoire. Moi, je l'ai su par des gens de la DCRI. Nous avons des gens du Tablir. Donc, oui, nous sommes encerclés. Oui, il y a une 5e colonne. Oui, il faut que les médias se réveillent. Oui, il faut que la presse se réveille. La démocratie est en danger. Oui, la démocratie est en danger. Et oui, les hommes politiques, du plus petit au plus grand, simplement, doivent faire à la fin, rappeler, et si vous permettez, simplement, il y a une petite erreur. Voilà. Christian Mallard a commis une petite erreur, je vais le reprendre, me permettre. Oui, oui. Quand Arafat a été, il a eu un malaise, et on l'a emmené à l'hôpital. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que, parce que si tu veux, quand il s'est réveillé, quand il s'est réveillé à un moment, il a demandé où est-ce que je suis, et il a répondu à Villejuif. Comment? Et à ce moment-là, il m'a demandé qui m'a opéré? Docteur Levy. Comment? Et alors, quel temps il fait? Mossad. Et il est mort. C'était le professeur Israël. C'était le professeur Israël.